Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Dans cet épisode, je reçois Julie Martinez. Grandie à Sarcelles, en banlieue parisienne, dans une famille modeste mais aimante et ambitieuse pour ses filles, Julie Martinez incarne l'excellence dans les études et cartonne dans sa vie professionnelle. Bonjour Julie Martinez, entrons ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir, qui voyez-vous aujourd'hui ? Bonjour, merci de me recevoir. Déjà, je suis très contente d'être avec vous. Qu'est-ce que je vois ? Je vois une jeune femme de 30 ans qui attend un petit bébé, son premier. Je vois aussi une jeune femme qui est Data Protection Officer chez Palantir Technologies, donc qui s'occupe de la protection des données personnelles dans une boîte de tech et qui est également directrice générale d'un think tank que nous avons cofondé avec Jacques Attali et qui s'appelle France Positive. Quand vous démarrez dans la vie, Julie, c'est quoi votre rez-de-chaussée ? Mon rez-de-chaussée, c'est Sarcelles, dans le 95, en banlieue parisienne. J'y ai grandi, j'y ai fait mon école primaire, mon collège, mon lycée en ZEP. Donc c'est un rez-de-chaussée, je dirais, modeste, mais aimant, parce que j'ai grandi dans une famille extrêmement attentionnée, qui a toujours eu à cœur de me faire travailler et réussir par l'école pour justement prétendre pouvoir m'émanciper socialement. Mes parents n'avaient pas fait de longues études. Donc c'est un univers plein de couleurs, plein de diversité, assez sain à posteriori. C'est-à-dire que quand je reviens un peu sur ma jeunesse, je me dis mais j'étais dans un cocon multiculturel, aimant et en fait j'y ai vécu d'excellentes années. Qu'est-ce que faisaient vos parents comme métier ? Mon papa était et est toujours informaticien et ma mère est AESH, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des enfants en difficulté, elle les accompagne dans les établissements scolaires pour les aider à suivre comme tout autre enfant en situation normale. Vous viviez dans un appartement ou dans une maison ou... Un petit pavillon à Sarcelles, près du lycée Jean-Jacques Rousseau. On était très bien. Et votre scolarité, vous la faites où et comment se passe-t-elle ? Alors, ma scolarité, je la fais à Sarcelles, dans une école qui s'appelle Bois-Joli, une petite école de Sarcelles. Puis après, je passe au collège, dans un collège pareil, classé en ZEP. Et j'évolue au lycée Jean-Jacques Rousseau, qui est un lycée qui n'a pas forcément les meilleurs résultats scolaires sur le papier, mais qui a des professeurs républicains qui ont fait le choix d'être à Sarcelles. Et ça, c'est extrêmement important parce que je pense que l'attention qu'on a eue chacun en tant qu'élève dans cet établissement a fait pour beaucoup, on a pu évoluer socialement, trouver notre propre voie. On a eu un accompagnement que j'ai jamais vu par ailleurs autrement. On avait des profs donc par choix républicain dans ces établissements en ZEP, mais avec des moyens catastrophiques et des classes à 42-45 élèves. Donc, pour faire 1 heure de cours, quand il s'agit de passer 5 minutes à calmer tout le monde pour que tout le monde s'assied, puis essayer de faire régner le silence dans la classe. Et puis, enfin, c'était très compliqué pour ces professeurs-là de pouvoir enseigner dans des conditions, je dirais,
normal. Et c'est vrai que ça a été assez intense avec du recul quand je suis passée de la terminale à une classe, typiquement à Louis-le-Grand, en classe préparatoire. Je me suis rendu compte qu'on perdait 15 à 20 minutes de gestion de la classe parce qu'on était beaucoup trop nombreux dans ces établissements à Sarcelles. Aujourd'hui, les choses évoluent un peu. On essaie de diminuer les effectifs, mais ce qui est une chance. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de possibilité pour nos profs, qu'il n'y avait pas de moyen de faire la distinction entre différents niveaux, différents élèves. Moi, par exemple, me permettre d'aller plus loin, mais aussi permettre à l'élève le moins avancé de suivre proprement. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que ça devait être très, très difficile pour nos professeurs sur le terrain, qui en plus devaient faire face à d'autres problématiques sociales très fortes. Le nombre de fois où ma mère a reçu des potes à manger le soir parce qu'en fait, il n'y avait pas de quoi nourrir et travailler, étudier pour eux le ventre plein. On est quand même dans des réalités sociales complètement différentes. Est-ce qu'il y avait des tensions communautaires ? J'en ai pas le souvenir. Très, très, très sincèrement, j'en ai pas le souvenir du tout. Surtout à Sarcelles, où en fait, les communautés... Enfin, il y a 98 ethnies différentes à Sarcelles. Les communautés ont toujours vécu ensemble. Au lycée, c'était un lycée en ZEP laïque, c'est-à-dire qu'à l'entrée de l'établissement, chacun, en fait, était juste... Enfin, entrer dans l'établissement en étant juste... étudiant français, peu importe sa confession, peu importe sa religion. Donc, j'ai pas le souvenir du tout d'avoir été témoin de ça, très sincèrement. Bienvenue dans l'ascenseur. Comment vos parents étaient impliqués dans votre scolarité ? Mes parents ont été vraiment beaucoup impliquée dans ma scolarité, dans celle de ma sœur. C'est-à-dire que le message, en tout cas, qu'on nous a transmis dès tout petite, c'était qu'on n'arrivait à rien sans travailler très dur à l'école. Que si on voulait s'en sortir, il fallait travailler très, très, très dur à l'école. Alors, s'en sortir, ça voulait juste dire faire ce qu'on veut ou ce qu'on aime dans la vie. Peu importe la voie choisie, moi, mes parents ont toujours été en soutien. Ils ont toujours eu à cœur d'être derrière nous. Ça veut dire vérifier que les devoirs étaient faits. Ça veut dire essayer de dégager du temps pour accompagner les enfants lors de sorties scolaires. Ils ont vraiment toujours eu à cœur qu'on travaille et qu'on ait aussi les moyens de réussir. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, c'est vrai, mais par exemple, j'avais toujours un petit budget pour acheter des livres. Ma mère m'a toujours dit il y aura toujours des sous pour t'acheter des livres. Donc c'était un petit rituel lorsqu'on allait faire des courses, est-ce que vous voulez un livre? Et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup lu à la maison. Et c'est ça aussi qui m'a ouvert, je dirais, sur le monde, parce qu'on voyageait pas en dehors de la France. Quand on avait la chance de partir en vacances chez nos grands-parents qui vivaient dans le sud, mais on n'a pas fait des voyages à l'autre bout du monde. J'ai toujours découvert tout ça en lisant beaucoup. Et c'est vrai qu'avoir des parents derrière qui vérifiaient les devoirs, qui étaient là en soutien, qui étaient capables juste de vérifier que c'était fait, ça a été un bon message aussi envoyé. Et vous aviez des frères et sœurs ? Oui, j'ai toujours une petite sœur qui s'appelle Mélanie et qui a 3 ans de moins que moi. Et qui a pris l'ascenseur elle aussi ? Qui a pris l'ascenseur pour faire la même chose que ma maman. Donc, qui est à ESH, qui a trouvé sa voie. Bienvenue dans l'ascenseur. Est-ce que vous aviez des rêves d'avenir pendant votre enfance ? C'est là où je pense qu'on a des progrès à faire en France quand on vient d'un territoire, d'une province ou d'une banlieue parisienne, c'est que les rêves sont assez limités, ils sont un peu trop circonscrits. C'est-à-dire qu'on a de rêves que ce qu'on voit, je pense, aussi dans notre entourage. Et moi, mon rêve, c'était d'être professeur d'anglais. Parce que pour moi, la réussite telle que je l'avais sous les yeux, c'était celle de mon professeur d'anglais au collège, puis après de mes professeurs, finalement, au lycée. Donc, mon rêve, c'était de devenir prof. Mes rêves se sont élargis et ont évolué en terminale lorsque j'ai bénéficié d'un programme qui était financé par le département d'État américain, le CGET, donc le Commissariat général à l'égalité des chances et des territoires, et également l'ambassade américaine en France. C'était un programme qui ciblait des profils prometteurs de 16, 17, 18 ans en banlieue parisienne et qui leur permettait, donc des promotions de 30 élèves, de partir découvrir les institutions américaines et le community service américain
à la rencontre en fait de ce qui se faisait aux États-Unis. Donc, on a eu la chance, moi, pour la première fois de ma vie, d'aller aux États-Unis, découvrir le département d'État. On y avait croisé Hillary Clinton, de découvrir Stephen Breyer, qui était un des juges de la Cour suprême aux États-Unis. Et donc ça m'est revenu en plein boomerang, si vous voulez. C'est-à-dire que si moi, on m'avait fait confiance pour partir aux États-Unis, découvrir tout ça parce que j'étais un profil dit d'excellence, lorsque je suis rentrée à Sarcelles, l'idée, c'était de pouvoir partager ses rêves avec tout le monde et de pouvoir rêver un peu plus grand. Et c'est là où je me suis autorisée, je pense, à rêver aussi un peu plus grand. Mais j'avais besoin de ce déclic et qu'on me fasse un peu confiance, d'un retour extérieur sur mon profil, finalement, qui était d'être une très bonne élève et de pouvoir tout simplement rêver plus grand que ce rêve que j'avais que d'être prof. Donc ce voyage, c'est en fait le déclic qui vous permet d'accéder déjà au premier étage. Exactement. C'est la première fois que je me dis « Ok, je vais peut-être pas postuler à l'université locale à Villetaneuse, par exemple. Pourquoi pas essayer effectivement et faire confiance à mes profs qui m'encouragent à faire Sciences Po, qui m'encouragent à faire une prépa une classe préparatoire en lettres classiques, Hippocagne à Louis-le-Grand, à postuler à Henri IV. Mais moi, ça m'était impossible. Enfin, je n'avais aucun exemple dans mon entourage, je n'avais aucun exemple concret. Et en fait, j'avais peur de me confronter à l'échec. Alors que j'avais toujours été excellente élève, j'avais vraiment peur de ça. Et je pense que ça a été un vrai déclic, effectivement, pour au moins tenter et essayer. Parce que je ne me serais pas permis avant. Donc vous avez eu votre bac, vous avez tenté Sciences Po, vous avez réussi Sciences Po? Alors, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait le choix de tenter une classe préparatoire Hippocagne, donc en lettres classiques à Louis-le-Grand. Et ça a été, je sais pas dans votre langage, mais retour au moins 3 sur l'ascenseur. Ouais, parce que ça a été extrêmement violent que de sortir de mon cocon. Je me suis rendu compte, en fait, comme je vous l'ai dit d'ailleurs au tout début, que Sarcelles, c'était un cocon, c'est-à-dire que j'avais toujours été excellente, j'avais toujours été entourée par des professeurs qui étaient extrêmement bienveillants avec moi. Et en fait, j'arrive en classe préparatoire, donc qui est pas si loin à l'échelle, vraiment en termes de kilomètres, c'est pas si loin, mais il faut traverser le périph'. Il faut prendre le RER, il faut se confronter à une nouvelle culture, à une nouvelle classe sociale, trouver des nouveaux codes. Et en fait, avec cette charge de travail en classe prépa, j'ai eu 3-4 mois extrêmement difficiles pour trouver les codes, tout simplement, qui me permettaient de récupérer un niveau que j'avais pas forcément, en fait, tout simplement en terminale par rapport à d'autres. Donc ça a été redoubler d'efforts, travailler d'autant plus. J'ai été admise en Cagne et en fait, en Cagne, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément épanouie. Même si je réussissais en termes de progrès scolaire et que j'étais dans les meilleurs, factuellement j'étais classée dans les meilleurs, j'avais l'impression de pas m'épanouir comme j'aurais pu le prétendre. Hippocagne et Cagne, vous trouvez que c'est pas pour vous en raison du contenu des études ou bien en raison de la confrontation avec un nouveau milieu social, etc.? Je trouve que ce n'est pas pour moi pour 2 raisons. Étudiante en terminale, j'adorais la philo, j'adorais l'histoire, j'adorais les langues particulièrement. Et en fait, c'est devenu contraignant, je veux dire, quand on en fait 16 heures par jour, j'y ai perdu du plaisir, c'est-à-dire que tout était focalisé pour l'entrée d'un concours où je ne savais même pas quoi en faire in fine. Donc j'y ai perdu du plaisir au niveau de l'apprentissage et au niveau de la méthodologie aussi, telle qu'enseignée à l'époque dans cet établissement, ou en tout cas dans ma classe. J'ai été confrontée à un professeur en particulier, un professeur d'histoire, qui m'avait prise en grippe et qui a... alors que j'avais de très bonnes notes dans toutes les autres matières, j'ai eu 2 de moyenne, si vous voulez, toute l'année avec lui. Et j'ai été nommée échec social en plein milieu de ma classe. Donc c'est la première fois, là, avec du recul, je me dis, mais c'était clairement du harcèlement scolaire, mais de la part d'un professeur qui n'avait pas à souhait de faire progresser tout le monde de la même manière. Mais c'est vrai que sur le coup, quand on est plongé dans des études, qu'on a réussi toute sa vie et qu'on stagne à 2 en histoire, alors que j'avais eu 20 au bac, et que c'était une passion pour moi, j'en ai fait vraiment un échec personnel, mais même de ma propre personne. C'est-à-dire que je me rappelle revenir un dimanche midi et fondre en larmes à table parce que je me sentais plus nulle que nulle. Donc c'est vraiment cette méthodologie-là qui m'a pas, en tout cas personnellement, convenu. En tout cas dans cette matière-là, tandis que par exemple, je me suis particulièrement épanouie en grec ancien, j'en avais jamais fait, j'avais une prof qui avait à cœur de me faire progresser, rattraper 8 ans de grec ancien,
je n'avais pas fait à Sarcelles. Et en fait, je suis arrivée dans les meilleurs à la fin de l'année parce qu'elle avait vraiment compris qu'il y avait du potentiel et qu'il fallait investir. Et si j'avais été sélectionnée aussi, c'était en raison de ça. C'est incroyable le poids des profs, quand même. Le poids des dans mots un aussi. sens comme dans l'autre. En fait, le poids des mots, quand on a une appréciation qui est vous êtes un échec de la société, c'est dur. C'est dur à entendre quand on a déjà ses failles. Et comment ses vous l'expliquez c'était quoi? Du racisme social? C'était quoi? Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, en classe prépa Hippocane, dans cet établissement, on avait quand même pas mal de provinciaux. C'est-à-dire que on avait les meilleurs de Rouen. Moi, j'étais la seule banlieusarde, donc c'est vrai que j'avais plus... très clairement, il faut le dire, un petit accent, parce qu'en fait, on a un petit accent en banlieue qu'on chope et qu'on doit perdre aussi au fur et à mesure de ses études. Et je ne sais pas si c'était du racisme social, mais en tout cas, il m'avait prise en grippe pour ma personne, pour peut-être mon histoire, d'où je venais. Et ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et c'est vrai que arrivant en Cagne, quand je me suis rendu compte que j'allais devoir continuer cette deuxième année difficile avec lui, avec toute la sagesse dont il a fallu faire preuve, j'ai préféré traverser la rue et aller voir des cours en fait de droit au Panthéon parce que je m'étais dit que pourquoi pas essayer. Et il y avait un triple cursus qui m'avait particulièrement tapé dans l'œil, qui permettait d'avoir ce niveau de langue encore, d'être qualifié dans 3 pays différents. Et en fait, on n'était que 10, ça restait élitiste et j'ai tenté et je l'ai eu. Et c'était quoi? Ça s'appelle le triple cursus juriste européen de la European Law School d'Assas. Donc en fait, c'est un cursus qui permet à 10 étudiants en droit de faire 3 licences en même temps. Licence de droit français, licence de droit anglo-saxon et puis après licence de droit allemand. Et on sait que pour nos masters, on part en LLM, donc c'est un Master of Law d'un autre pays pour étudier et être qualifié en Angleterre et en Allemagne. Donc j'ai pu en 5 ans faire les 3 et donc bien travailler, mais ça c'était une qualité que j'avais reçue de mes parents. Et me reconstruire et refaire mes preuves dans quelque chose qui pour le coup m'a épanouie immédiatement. J'étais contente d'avoir trouvé ma voie et de ne pas m'infliger une deuxième année où la littérature, la philo, l'histoire, j'en garde un plaisir du soir, du week-end. C'est-à-dire, je lis énormément, je suis très, très investie même politiquement, mais ça reste un plaisir pour moi, un petit bonbon et pas une contrainte telle que je me l'étais infligée en classe prépa. C'était pas pour moi. Bienvenue dans l'ascenseur. Et à cette époque-là, vous viviez encore chez vos parents à Sarcelles? Ouais, exactement. Donc, je faisais les allers-retours. Je partais tôt le matin, souvent avec mon papa, pour aller à la gare de Sarcelles, prendre le train avec lui, arriver très tôt à Assas. J'avais souvent 1 heure d'avance sur mes cours, mais je révisais avant. C'est pas grave, sur un banc à Assas. Et puis, je rentrais avec lui après les cours. Généralement, on s'attendait à Gare du Nord et on faisait le chemin ensemble, on débriefait de la journée. C'était un petit moment sympa aussi. Et à Assas, vous aviez un choc sur le plan social? Alors à Assas, non, parce que j'avais eu mon petit choc, mine de rien, en classe prépa. Et surtout, j'étais dans une bulle. J'avais retrouvé un cocon. On était 10 étudiantes, d'ailleurs, que des femmes, très ouvertes sur l'Europe, parce qu'en fait, il y avait des étudiantes qui avaient la double nationalité franco-allemande, franco-britannique, franco-américaine. Donc, c'était forcément des profils qui étaient déjà très intéressés par moi aussi, ce qui m'avait intéressée dans ma vie de par mon parcours et par exemple, mon appréciation pour les langues, c'est-à-dire que c'était des profils très ouverts sur le monde. Donc, c'était une bulle où on était 10 constamment ensemble, on a fait nos études ensemble, on a été diplômés ensemble. Et c'est une bonne bande de copines. Quand vous rentrez dans la vie active, est-ce que vous prenez le bon ascenseur? Alors, je pense être le bon ascenseur, ce qui est pour moi le Graal du Graal, rejoindre le meilleur cabinet d'avocats d'affaires américain, je fais les meilleurs stages, je travaille extrêmement dur, je suis prise en collaboration tout de suite, je rejoins une équipe formidable. Dans mon domaine, je suis qualifiée en droit des nouvelles technologies, ce sont les meilleurs sur le marché. Et j'avais besoin de cocher ça parce que j'avais besoin aussi de me prouver que j'avais réussi, que j'avais évolué socialement et que je pouvais montrer aussi à mes parents, j'y étais arrivée. Avec du recul, je suis pas sûre que c'était J'y étais très heureuse, mais j'y étais aussi très vite fatiguée et satisfaite de ce que j'avais obtenu. Il me fallait autre chose. Et en fait, avec du recul, je me dis que je l'ai fait aussi pour me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire et pas tant parce que j'étais surexcitée par le projet. Donc, j'y suis restée 3-4 ans dans une équipe absolument formidable. Vraiment, j'y ai appris tout ce que je connais aujourd'hui et je leur suis très reconnaissante. Mais
la collaboration en cabinet d'avocats d'affaires américain comme ça, où on est c'est très hiérarchique, on est très soumis en fait. Pour évoluer, il faut travailler telle quantité d'heures, il faut pouvoir biller ce qu'on appelle facturer tel nombre d'heures aux clients. Enfin, c'est très exigeant en termes de timing et ça donne peu de responsabilité aux jeunes collaborateurs. C'était pas fait pour moi. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui et d'avoir évolué dans mon entreprise et d'avoir énormément de responsabilités. Bienvenue dans l'ascenseur. Donc du coup, vous avez changé d'entreprise. Donc je suis passée d'un cabinet d'avocats d'affaires à une entreprise spécialisée dans la tech qui en fait est aujourd'hui un logiciel à la main des entreprises mais aussi des gouvernements et des services de renseignement pour lutter contre le terrorisme en particulier ou dans le cadre de conflits armés. C'est public, on peut en parler, mais on est investi par exemple dans la guerre aux côtés du président Zelensky, dans la lutte, en tout cas son combat contre la Russie. Et donc d'une part j'ai l'impression d'avoir un plus gros impact, mais aussi parce que j'ai de plus grosses responsabilités, les responsabilités que j'ai à 30 ans en tant que Data Protection Officer Group de ma boîte, j'aurais dû attendre 20 ans pour les avoir ailleurs dans une autre entreprise ou dans un autre cabinet d'avocats. Donc vous vous êtes fait omettre du barreau de Paris ? Alors c'est ça, en fait on est retiré du tableau, on peut s'y réinscrire à n'importe quel moment, donc ça c'est quelque chose que je garde aussi pour moi si je veux y retourner, mais aujourd'hui c'est vrai que les responsabilités que j'ai du mal à les envisager ailleurs à mon âge. Dans votre ascension sociale, qui est déjà très grande malgré votre jeune âge, est-ce que vous avez rencontré des pannes ? Le sentiment d'être coincé entre deux étages ? Pas vraiment des pannes, mais la panne en tout cas, c'est la panne que j'ai pu ressentir à un moment donné, c'est celle de décevoir autrui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on change de rôle, là en l'occurrence, avoir ce meilleur cabinet d'avocats d'affaires américain sur la place de Paris, sortir de ce cabinet d'affaires pour rejoindre une entreprise qui était inconnue par exemple aux yeux de mes parents, ça a été vu. J'ai senti un petit peu l'hésitation, mais tu es sûre de faire ce que tu fais en fait, c'est la question de risquer de décevoir quelqu'un pour s'assurer son propre bonheur. Ça a été pour moi une petite panne sociale sur 2-3 mois. Quels sont les soutiens que vous avez rencontrés dans votre ascension sociale ? Et ben justement, j'en ai eu. Je suis très, très sincèrement de l'ambassade américaine en France lorsque j'ai pu bénéficier de ce programme. Et après, ils ont continué de nous accompagner en nous offrant, par exemple, un réseau, une connexion que j'avais pas moi en banlieue parisienne parce que j'avais pas d'entourage qui était impliqué en cabinet d'avocat ou en ambassade. Ça a été un soutien formidable et j'en suis aujourd'hui très reconnaissante. On a encore de très grands liens. Mais également, effectivement, Jacques Attali, avec qui on a cofondé ce mouvement, ce think tank qui s'appelle France Positive, et qui permet de réfléchir avec un groupe de jeunes engagés, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, sur des réformes à proposer pour la France de manière apartisane, qui puissent répondre aux besoins des Français. C'est-à-dire, idéalement, aujourd'hui, la politique, elle est là pour changer la vie des Français. On se retrouve dans un blocage. En plus, en ce moment, c'est rigolo parce que le podcast est enregistré entre les 2 tours de l'élection législative, donc on sent déjà ce blocage institutionnel. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est réintéresser les Français sur le fond, leur montrer qu'un autre projet crédible et optimiste est possible pour la France, qu'on n'est pas forcé à se replier sur nous-mêmes, à avoir peur d'autrui. Et donc, c'est vrai que Jacques Attali, en ce sens, en me faisant confiance et en me permettant d'être directrice générale bénévole d'une structure comme celle-ci, ça a été un saut en avant également, de par les rencontres qu'on a pu faire. Mais comment vous l'avez rencontré, Jacques Attali ? Racontez-moi. Jacques Attali, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de mon ancien conjoint, qui est lui-même très investi en politique, qui lui avait les codes parce qu'il avait fait l'ENA, parce qu'il avait fait Sciences Po. Et en fait, on a très vite accroché, et c'est là où je suis très reconnaissante à Jacques Attali. C'est qu'il m'a fait confiance malgré des études qui n'étaient pas forcément alignées avec ce qu'on attend d'un directeur général d'un think tank comme celui-ci, cofondé par Jacques Attali. J'avais pas fait le cursus attendu Sciences Po, ENA, et qu'il me fasse confiance, ça a été aussi un saut en avant pour moi, parce qu'en fait, on n'a pas envie de décevoir autrui, on travaille d'autant plus dur, on redouble d'autant plus d'efforts, et on investit autant plus sa personne et son temps dans un projet comme celui-ci pour les Français. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors, changer d'étage, est-ce que c'est forcément s'éloigner à jamais de son milieu d'origine ? Non, au contraire.
La question est souvent posée. On en parle souvent avec des copains qui ont vécu un peu la même chose. Comment pas prendre la grosse tête, typiquement. Comment rester simple et comment garder ce lien avec, y compris d'autres potes qui sont toujours aujourd'hui à Sarcelles. La question se pose, mais en fait, elle se pose pas. C'est-à-dire que c'est inné. Pourquoi choisir? Moi, mes parents, ma sœur, des copains de Sarcelles sont ceux qui m'ont toujours soutenue, qui continuent de me soutenir malgré les choix bons ou moins bons que je peux faire. C'est le repas de famille le dimanche midi. Pour moi, c'est un cocon et encore une fois, une force. On n'a même pas à choisir, il n'y a même pas à faire il n'y a pas de difficulté derrière. La question, c'est est-ce qu'on arrive à rester soi-même? Effectivement, il n'y a pas à se perdre en cours de route. Et ça, je pense que garder ce lien d'autant plus fort avec sa famille, c'est essentiel. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Réconcilier ces deux mondes, donc, c'est pas une question pour vous. Il n'y a pas besoin de réconcilier parce qu'il n'y a pas de rupture, en fait. La rupture, elle est surtout créée par les médias, par ce qu'on entend à répétition tous les jours sur de nombreux plateaux et pas que. C'est par exemple le regard, encore une fois, de ce professeur sur moi. C'est-à-dire que la rupture, elle est telle qu'on la conçoit dans les yeux de l'autre et surtout dans les médias. Et moi, c'est quelque chose, à mon avis, sur lequel il faut vraiment absolument qu'on investisse. Et c'est pour ça que ce podcast aussi est hyper intéressant et nécessaire aujourd'hui en France. Il faut absolument changer de regard sur des profils qui sont issus de territoires fragilisés, alors que ce soit les provinciaux, les banlieusards. À mon sens, ce sont ces profils-là qui, de toute façon, font la France de manière majoritaire. Il faut pouvoir ouvrir les yeux sur ce qui est fait de positif sur ces territoires-là. Et quand on a effectivement la majorité, et vraiment la grande majorité des Français qui vivent sur ces territoires-là et qui arrivent à s'en sortir et à faire un travail digne, à être respectueux, à vivre ensemble, j'ai du mal à m'habituer à ces faits divers qui circulent tous les jours sur des plateaux télé. Et j'essaye, moi, de lutter contre à ma petite échelle, mais c'est vrai que quand on a en boucle quelque chose qui est répété, ils ont une très grande responsabilité, je pense, sur la perception de l'autre partie des Français qui voient cette rupture comme étant achevée, consommée et irréparable, alors qu'en fait, la rupture, elle est que dans leurs yeux et dans ce qu'on veut bien faire voir aux Français. Et c'est là où j'ai du mal. Ça me permet d'enchaîner sur une question qui est un peu plus générale et c'est d'autant plus intéressant parce que vous êtes quelqu'un d'engagé et puis qui avait beaucoup réfléchi sur tous ces sujets-là, notamment via le think tank que vous dirigez avec Jacques Attali. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en France pour accélérer l'ascenseur social ? Alors malheureusement, il n'y a pas une solution magique. Pour accélérer l'ascenseur social, je pense qu'il faut d'abord pouvoir répondre à la promesse républicaine qui est faite à tous les enfants français, c'est-à-dire renforcer l'école. Renforcer l'école, donner les moyens aux professeurs de faire leur métier, ne pas avoir des classes bondées, permettre à chaque petit écolier et étudiant de pouvoir tout simplement s'épanouir dans un système qui est fait pour nous, en fait. C'est-à-dire qu'on a une chance folle de vivre ensemble, en France et ensemble. Et l'école est aujourd'hui à bout de souffle. Donc, il y a une vraie réforme scolaire à opérer. Donc, ça fait partie des propositions. On a des propositions assez détaillées sur le sujet avec France Positive. Il faut pouvoir également, à mon sens, réformer les médias. Et ça, surtout en matière de fake news. Aujourd'hui, le problème, c'est que n'importe qui se dit expert ou journaliste. Et malheureusement, ça a rabaissé de manière flagrante le niveau d'information et ce qui circule aujourd'hui de manière quotidienne auprès des Français. Il y a un vrai problème aujourd'hui de concentration médiatique sur des sujets qui sont absolument délétères pour le vivre ensemble et lutter effectivement aussi contre les fake news parce que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais typiquement, y compris dans cette campagne, on a des fausses informations qui circulent à longueur de journée et qui, en fait, renforcent cette bulle dans laquelle les Français vivent et ont l'impression de vivre, qui est une bulle d'une insécurité folle, d'un communautarisme partout en France où, en fait, les gens sont plus capables de vivre ensemble. J'aimerais bien, en fait, qu'on arrive à montrer ce qui est aussi fait de... Alors, je ne nie pas certains problèmes, mais j'aimerais bien qu'on arrive à montrer la réalité des faits, qu'on parle vraiment de chiffres, qu'on parle vraiment de
de ce qui est aussi positif sur ces territoires-là. Et moi, je salue l'initiative de plein de politiques en la matière. Par exemple, Patrick Haddad à Sarcelles, qui essaye de mettre en valeur son territoire et de montrer de nombreuses initiatives positives sur le territoire. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on entend beaucoup moins parler d'émeutes par rapport à Sarcelles que moi, par exemple, il y a 10 ou 15 ans, parce qu'il y a un vrai travail de ce maire que de mettre en avant ce qui est fait de positif et de lutter aussi dans les médias contre cette vision qu'on a de territoires fragilisés à problème, constamment. Bienvenue dans l'ascenseur. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui vous dirait « Julie, je veux prendre l'ascenseur social, donne-moi des conseils ». Ce que je leur dis, c'est de rêver grand et de pas se limiter. Moi, je me suis limitée trop longtemps et aujourd'hui, je me dis c'était une bêtise. Je pense qu'il y a toujours un petit blocage, surtout à un moment aussi important qui est celui de la formation post-bac. Il faut surtout pas se limiter à ce moment-là. Je leur dis d'oser contacter quelqu'un, oser envoyer un email, oser envoyer une lettre de candidature. Il y a un premier frein qu'on s'impose à soi-même et qui peut être débloqué assez facilement. Moi, je suis toujours très surprise par les réponses que j'ai quand je demande typiquement à des jeunes « mais t'as tenté de postuler là, comme je te l'avais recommandé ?» Ah bah non, mais en fait, je me dis que de toute façon, ça sert à rien, je vais même pas avoir un entretien. Et ça me met toujours une boule dans la gorge qui est de me dire, mais en fait, non. Si tu ne tentes rien, c'est sûr que tu n'auras rien et tu as tout autant les compétences que quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il faut vraiment faire péter, sauter toutes les barrières qui sont des barrières qu'on s'impose à soi-même. Et puis évidemment travailler très dur. Peu importe ce qu'on veut atteindre, que ce soit un métier qui s'obtient en 2 années comme un métier qui s'obtient en 11 ans d'études, on n'a rien sans effort et on n'a rien sans travail. Et je pense qu'il faut vraiment ne pas avoir peur de le dire, tout simplement de s'accrocher et de donner le meilleur de soi à chaque moment de sa vie, alors que ce soit du CP à la terminale. Moi, c'est quelque chose qui m'a été inculqué et vraiment enseigné par mes parents. Et si vraiment il y a quelque chose que j'ai reçu d'eux, c'est ça. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui devrait être partagé auprès de chaque petit Français aujourd'hui. Il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas avoir honte, en fait, de vouloir faire mieux pour soi, mais aussi pour les autres. Typiquement, moi, aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose dont je suis fière, c'est pas simplement de pouvoir être sortie de ma condition sociale initiale, c'est aussi de pouvoir donner en retour, de pouvoir renvoyer l'ascenseur, apporter ce témoignage. Lorsque je reçois des messages de sœurs ou cousins de Sarcellois, j'en croise énormément aujourd'hui qui me soutiennent encore. Leur donner un stage, leur donner une lettre de motivation, de recommandation. Enfin, ce sont des tout petits détails, mais en fait, ces détails-là ne sont pas acquis pour 90% des étudiants sur ces territoires-là. Et moi, typiquement, recevoir une lettre de recommandation de l'ambassade des États-Unis, ça m'a permis d'avoir un stage, puis après un autre, puis après d'intégrer les meilleurs cabinets. On nous fait confiance au fur et à mesure aussi qu'on a ce petit bagage qu'on acquiert au fur et à mesure. Et c'est vrai que renvoyer l'ascenseur dès que je le peux, c'est une de mes seules façons de pouvoir rendre ce que j'ai moi-même reçu d'autrui. Et c'est en ça qu'à mon avis, on n'a pas à avoir... moi, je rougis pas d'avoir évolué, je rougis pas d'avoir... de mériter aujourd'hui ce que j'ai parce que j'ai travaillé très dur. Il faut rendre. C'est comme ça. Julie, quel est le prochain étage pour vous ? Prochain étage, je le sais pas encore parce que je viens juste d'être nommée Data Protection Officer de ma boîte. Néanmoins, je ne m'interdis rien. Donc déjà, c'est un gros progrès en quelques années. Je m'interdis plus rien. Donc je sais qu'un jour, j'aimerais être impliquée un peu plus politiquement dans la société française. Pourquoi pas avoir un mandat législatif ou autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, pouvoir changer le quotidien des Français de manière un peu plus concrète. Donc pourquoi pas, mais de manière très concrète, là aujourd'hui, déjà devenir maman sera un prochain étage pour moi parce qu'on n'apprend pas à être maman à l'école. Et mine de rien, c'est un sacré challenge pour moi. Ça vous inquiète de devenir maman ? Ça m'inquiète de devenir maman, surtout aujourd'hui dans le contexte actuel. Je vais être très honnête. Encore une fois, on resitue l'enregistrement du podcast, mais ça se passe entre les 2 tours à l'élection législative suite à la dissolution du président Emmanuel Macron. Et c'est vrai que élever une jeune femme, une petite fille, puis une jeune femme dans ces conditions-là, on se demande en fait dans quel monde on va la mettre tout simplement. On va accoucher quoi. C'est un peu angoissant.
Et puis, oui, être la meilleure maman possible. Moi, j'ai eu un exemple absolument exemplaire de ma mère et pouvoir tenir ce standard-là, voilà, ça m'inquiète aussi. Mais non, vous allez très bien y arriver. Alors, merci beaucoup, Julie Martinez, pour ce voyage dans votre ascenseur. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuali. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.